Bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau spécial Dialogue démocratique. Covid-19 où le monde à l'arrêt, l'économie est presque en panne, le système éducatif est à l'arrêt, le processus électoral n'est pas épargné, il est suspendu. Alors, question ce soir, que faire de ce processus électoral, du calendrier électoral? C'est de ça que nous parlons ce soir. L'impact de la Covid-19 sur le processus électoral. C'est le plan de résistance donc concocté par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Et pour ce dialogue démocratique, trois invités sur ce plateau. Le docteur Abdul Karim Saïdou est enseignant-chercheur en sciences politiques. Il représente la société civile ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également le député Moussa Zerbo, député de l'opposition. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ouseni Tamboura est député de la majorité. Bonsoir, bienvenue. Monsieur Guébré, oui, merci. Alors, on aurait voulu avoir également la Commission nationale électorale indépendante, mais hélas, elle ne sera pas représentée ce soir pour des raisons peut-être indépendantes de sa volonté. Alors, pour commencer justement, docteur, on aurait pu penser tout de suite que parler d'élections actuellement, ça semble être un sujet qui peut laisser songeur. Le temps n'est pas à la politique, diront certains, le temps n'est pas à ce débat sur les élections. Et pourtant? Oui, pourtant, il faut en parler puisqu'il faut s'inscrire dans une perspective, je dirais, d'anticipation. Parce qu'il y aura certainement l'après-coronavirus. Et c'est important que les différents acteurs, pendant que la bataille en tout cas engagée pour vaincre la maladie, la pandémie, cela n'empêche pas de continuer la réflexion sur d'autres chantiers, notamment sur anticiper sur le processus électoral, qui va être un moment extrêmement important dans la vie politique du Burkina Faso. Donc je pense que ce dialogue s'inscrit dans cette logique d'anticipation pour qu'on puisse être préparé justement à l'après-coronavirus afin de ne pas attendre justement la fin de la pandémie pour y penser. Est-ce que le Burkina doit continuer de fonctionner aussi dans le Absolument. Dans la même veine que le docteur vient de dire, je pense que il faut y penser. C'est une façon de regarder les perspectives et c'est aussi une responsabilité. Une autre forme de résilience aussi. Et de responsabilité parce que les organes de gestion du pouvoir au Burkina Faso et dans beaucoup de pays se font par les élections. Il faut donc avoir à l'esprit que c'est important de regarder comment on s'adapte, comment on gère ces rendez-vous électoraux qui sont des rendez-vous politiques, institutionnels, sont des rendez-vous citoyens, comment on les gère avec cette pandémie qui nous tombe dessus, qui renverse, j'allais dire, tous les plats. Il ne faut pas arrêter de vivre parce qu'il y a le Covid-19. Je pense que l'une des leçons que ce Covid nous donne, c'est peut-être de réinventer nos façons de travailler, de fonctionner. Et comme les élections sont tout aussi importantes, nous sommes tout à fait preneurs de ces débats initiés par la société civile. Et c'est intéressant en tant que parti politique de la majorité, ayant donc le devoir beaucoup plus important par rapport à ces rendez-vous, de pouvoir participer à ces réflexions, mais sans inquiétude, puisque avec responsabilité, c'est un rendez-vous qui devra se tenir, mais nous avons pris l'habitude dans ce pays de régler ces questions électorales dans une dynamique de consensus. Le député Moussa Zerbo le dira, même lorsque le défi de la sécurité s'était imposé à nous depuis 4 ans, vous savez que l'insécurité dans bien de parties de notre territoire nous a interrogé qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport aux élections de 2020, et vous avez vu que le génie créateur politique donc, a permis d'initier un dialogue politique entre l'opposition et la majorité qui ont dit, malgré les difficultés, il était de bon ton de s'y tenir. Donc je pense aussi que... ça reste un débat d'actualité. Donc je vais dire qu'on a le moyen de gérer ces situations-là. D'accord. Moussa Zerbo, ça reste un débat d'actualité, les élections en ce moment. On pourrait penser que ce qui nous préoccupe maintenant, c'est notre quotidien, c'est la gestion de cette crise sanitaire. Bien, merci. Il faut tout d'abord dire que cela fait partie de notre quotidien, en ce sens que on ne peut pas dire que parce que nous sommes face à une situation du genre que nous allons arrêter de vivre. La question de la résilience est très importante pour nous et je pense que le peuple burkinabé y est habitué. En passant, comme il est question de Covid-19, vous me permettrez de présenter d'abord mes sincères condoléances à tous ceux qui ont été victimes ou en tout cas qui sont partis pour d'autres raisons
Je leur souhaite en tout cas repos éternel à leurs âmes, et également souhaiter prompt rétablissement à tous ceux qui sont dans nos hôpitaux, et souhaiter beaucoup de courage à nos médecins et au personnel soignant qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour pour pouvoir nous garder en bonne santé. D'accord. Sinon, revenant à la question, je pense que il est très important que nous puissions avoir à l'esprit que ne pas en parler ou ne pas réfléchir sur ces questions actuellement pourrait nous amener dans des situations autres qu'on aurait imaginées. Je pense qu'il est tout à fait normal, et c'est le lieu de dire merci au CGD d'y avoir pensé, et également à BF1 de nous donner cette opportunité de pouvoir en parler et d'échanger. Ok, je reste avec vous. Avant justement de rentrer dans le débat sur la question électorale, un mot déjà sur la gouvernance justement en temps de crise sanitaire, comme on le vit actuellement. Que dire à la hauteur de nos moyens, notamment les finances, le système sanitaire, ou à la hauteur de nos hommes en termes de capacité aussi à gérer la crise? Bien, à ce niveau, il y a beaucoup à dire. Le commun des Burkinabés, on est unanime à dire que la gestion de cette crise-là n'a pas été bien amorcée. Pour la simple raison qu'on a eu le sentiment qu'il y a eu un peu de cacophonie, j'allais dire à un niveau plus élevé. Contrairement à ce qu'on a cru, à travers ce qu'on a appris depuis 2019, on pensait que notre pays était déjà prêt à affronter cette pandémie. Mais visiblement sur le terrain, il y a des difficultés de coordination, ce qui est tout à fait normal. Aucun pays n'est prêt. Hein? Oui, aucun pays n'est prêt. J'ai dit des difficultés pour la simple raison que je relève tout simplement des failles. Je ne suis pas agent de santé, mais je me permettrai quand même, avec ce que nous savons, c'est la mise à l'écart quand même d'un dispositif qui était déjà là dans le système sanitaire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la Direction générale de la santé publique qui n'a pas été impliquée. Si vous échangez un peu, vous allez voir qu'on a voulu inventer un système en oubliant le dispositif qu'on avait déjà sur place. Il y a aussi que la Banque de sang et bien d'autres, le Comité national de gestion des épidémies. Tout ça, ce sont des organes qui existaient déjà. Il aurait fallu impliquer tout l'existant là, et ça allait nous aider encore à parfaire. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a un peu de désordre. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord. Député Ossedi Tamboura. Oui, puisque c'est vous qui posez la question, je me sentais déjà un peu éloigné du thème qui nous réunit. Non, le plus important, c'est d'agir. Et quand on agit, on fait naturellement des erreurs, c'est de constater les difficultés, de les corriger, de les améliorer. C'est ça le plus important. Vous l'avez dit vous-même, tous les pays face au Covid, de la Chine à la France, aux États-Unis, à l'Angleterre, juste sur notre continent africain, les mêmes difficultés de contrôle au premier contact de ce virus a été difficile. Et les pays s'adaptent de toutes les façons. On peut établir une règle de conduite générale de tous les pays. C'est toujours à partir de la contagiosité de la maladie, le principe, c'est de confiner, soit totalement, soit partiellement. Nous avons choisi le confinement partiel. D'une part, le couvre-feu interdit un certain nombre de regroupements et de proposer un certain nombre de gestes barrières parce que c'est par là que la maladie se passe. Maintenant, ça entraîne des effets négatifs. Et dans tous les pays, vous avez vu, les chefs d'État, les gouvernements sont sortis pour apporter des mesures pour atténuer. Donc je pense que c'est plus ou moins les mêmes solutions un peu partout, avec plus ou moins de bonheur. Et je constate que le gouvernement et le département de la santé n'est pas insensible aux critiques. Parce que hier seulement, je suivais des reportages d'un certain nombre de télévisions du Burkina Faso qui étaient allés entrer dans les hôpitaux, particulièrement à l'hôpital Tengango, pour nous dire ce qui se passe. C'est certainement en réponse à un certain nombre d'observations, un certain nombre d'inquiétudes de la population qui n'avait pas une très bonne lisibilité de ce qui se passait dans cet hôpital. Donc le plus important, agir oui, faire des erreurs oui, mais le corriger c'est le plus important. Et ça, il faut l'assumer. On gagne en expérience. Docteur, c'est cette crise, oui, très rapidement. Je pense que c'était tout à fait prévisible, hein, parce que le Burkina Faso fait partie malheureusement des pays dans lesquels on a ces déficits en matière de gouvernance, hein, de gestion de l'appareil d'État, même en période normale. Et donc, lorsqu'on est en face d'un État qui a du mal à gérer la routine,
ce n'est pas face à une crise telle que celle liée à la pandémie du coronavirus qu'on va exceller. Donc je pense que c'est aussi un processus d'apprentissage. Il faut espérer que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, qu'on puisse déjà capitaliser ce qui a été engrangé en termes d'expérience. Et il y a aussi suffisamment d'expérience ailleurs, que ce soit en Afrique ou dans les autres pays, qu'on essaie de capitaliser cela pour avancer, avec les critiques aussi qui viennent au niveau domestique. Je pense que c'est ça l'essentiel. Alors, pour aller aux élections, il faut donc de l'argent, du budget. Et on voit déjà l'effet justement de la pandémie sur l'économie burkinabé. Plus de 300 milliards de francs CFA d'impact quand on regarde un peu les mesures d'accompagnement. C'est quelque chose de 227 milliards de pertes pour le fisc. Une loi rectificative est attendue en tout cas. Absolument. Et annoncée. Dans ce sens. En vérité, avons-nous encore un budget à exécuter, député Moussa Zerbo? Bien, merci. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, comme nous le disons, c'est une difficulté qui est là, qui est réelle. Nous sommes conscients de cela. Mais reconnaissons que notre processus électoral était déjà enclenché. Et par rapport à cela, je pense qu'il y a un certain nombre de processus qui étaient déjà en cours et qui a été stoppé en raison de la maladie du Covid-19 pour éviter justement qu'il n'y ait plus de contagion. À l'étape où nous sommes, je pense que parler de problèmes de finances, ça pourrait se comprendre. Mais d'autant plus qu'on ne nous a pas dit si le budget est bouclé. Hein. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Oui, mais justement, si le budget n'est pas bouclé, je pense que là aussi, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire en ce sens que nous-mêmes, dans notre gestion, comme l'a dit docteur Saïdou, de façon normale, nous avons péché à beaucoup de niveaux. Aujourd'hui, lorsque nous prenons les cas des évasions fiscales, nous parlons des fraudes. Vous n'ignorez pas, ce n'est pas moi qui le dis. Nous perdons en moyenne près de 880 milliards par an. Et pour ce qui est du domaine des mines, les 1% qu'on devrait reverser tournent autour de 550 milliards que nous perdons par an. Ce n'est pas moi qui le dis. Le fonds de développement local. Le fonds de développement local que nous perdons. Autant de ressources qui devraient nous permettre de faire face à beaucoup de situations. Mais si nous nous retrouvons aujourd'hui face à des difficultés financières, on le dit, personne n'a prévu cela. On est unanime là-dessus, mais nous disons également, gouverner, c'est prévoir. Et le cas des élections, à moins qu'on me dise que le budget qui était alloué pour l'organisation de ces élections-là, qu'on puisse les orienter pour autre chose. Sinon, je pense qu'à l'étape actuelle, je ne pense pas que cela ait un grand impact forcément sur le budget de la CENI. Oui, c'est juste pour dire à Zerbo, puisqu'il est député, on est dans la normalité. L'utilisation de la loi rectificative des finances, peut-être qu'elle intervient plus tôt à cause du Covid. Il sait très bien que le budget, c'est des estimations de recettes et de dépenses. Et quand l'environnement, le contexte vous contraint à réajuster, il le sait très bien, c'est un exercice tout à fait républicain ordinaire, mais je ne pense pas que ça soit vraiment pour remettre en cause le processus électoral. Le président du FASO, dans son allocution, a fait le point du coût des impacts. La responsabilité veut que le budget puisse suivre les mesures annoncées. Ça me paraît tout à fait normal. Et de mon point de vue, il sait comment on travaille à l'Assemblée avec le gouvernement. Nous faisons un contrôle strict des réaménagements. Et si on avait mis les recettes très hautes et le contexte de récession mondiale est connu, le contexte de récession au niveau du Burkina, écoutez, la responsabilité, c'est d'en tenir compte. Si on peut aller prendre des ressources dans d'autres secteurs pour y faire face, il faut y aller. Donc je pense que le Covid lui-même, en tant que maladie à combattre, c'est pas lui qui coûte, c'est pas cette stratégie qui coûte vraiment cher. Je pense que c'est l'arrêt de l'économie, c'est la désorganisation des activités. C'est vraiment ça qu'il faut adresser. Et je pense que le président du FASO a bien vu pour nous dire c'est ça qu'il faut regarder. Et le ministre des Finances sera dans son rôle. Le Parlement aussi sera dans son rôle pour regarder cette loi rectificative. Donc pour vous, on peut faire face à la pandémie absolument. Avec tout son impact financièrement et pouvoir trouver de la ressource pour les élections. L'État n'a pas le choix de toutes les façons. Il faut y faire face. C'est de l'arbitrage de ressources. On peut diminuer les dépenses.
On peut diminuer le train de vie. On ne sait même pas jusqu'à quand on va en sortir. Je ne vais pas suggérer à l'État d'aller chercher de l'argent ailleurs, mais j'ai noté déjà qu'il y a des remises de dettes pour certains pays, mais ce n'est pas ça le plus important. À partir de notre budget, on peut se réajuster et assurer notre souveraineté. Ça me paraît évident. Docteur, on l'a toujours fait. Est-ce que l'inquiétude ne se pose pas à ce niveau, au niveau de la mobilisation du budget des élections? Je pense qu'à ce stade, il y a trop d'incertitudes. Peut-être que c'est un peu prématuré. Oui. Sinon, dans l'allocution du chef de l'État, on n'a pas senti une volonté de revoir le calendrier des élections. Ce qu'on a entendu de la part du gouvernement, c'est que l'arbitrage qui va être fait va consister en fait à réduire un certain nombre de dépenses, par exemple, liées au fonctionnement, à l'organisation des ateliers, des séminaires, la délocalisation de certaines activités. Et de ce point de vue, on peut estimer que le gouvernement, dans son rôle régalien, va en tout cas veiller à ce que le calendrier républicain soit respecté. Mais comme je l'ai dit, on ne connaît pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Et il ne faut pas aussi oublier le fait que nous sommes dans une situation sécuritaire très fragile, dont on ne maîtrise pas également l'évolution. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour le moment, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a la possibilité de faire des arbitrages qui permettent de faire face au Covid-19, aux mesures d'accompagnement, mais aussi tout en respectant le calendrier républicain. Sans oublier que l'autre avantage, c'est que puisqu'on ne voyage plus, on est au pays, il y a aussi des poches de dépenses aussi qu'on récupère quelque absolument, part. Absolument. Parce que tous les ateliers, les réunions qui n'ont pas pu se tenir, etc. Même les subventions, même au niveau des ménages. Même au niveau des ménages, les gens circulent moins. On peut aller prendre un peu. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Et je pense que c'est peut-être l'occasion de poser le débat aussi sur la question de la réduction du coût des élections. Parce que les élections coûtent excessivement cher. Le débat, c'est aussi ça, voilà, justement. Je pense que c'est aussi ça. La première rencontre face aux partenaires techniques aux financiers, on a vu un peu. On parle de parce qu'aujourd'hui, si vous partez plusieurs élections devraient être rodées pour dépenser moins pour les élections, c'est évident. Oui. C'est peut-être toute cette réflexion qu'il faut... Oui, en fait, pas seulement le coût des élections, mais c'est aussi notre système électoral de façon générale. Parce que si aujourd'hui on pose la question de l'incertitude sur le calendrier des élections face à cette crise liée au coronavirus, c'est parce que nous vivons dans une sorte d'insécurité politique permanente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas le coronavirus, s'il y a une vacance, par exemple de la présidence, par exemple par démission ou autre chose, la commission électorale n'est pas à mesure d'organiser des élections dans les délais prescrits par la Constitution. Comme ce qu'on a vu, par exemple, dernièrement en Tunisie. On n'est pas capable de le faire. Parce que le processus d'enrôlement prend énormément de temps. Et c'est aussi l'occasion de poser le débat sur la modernisation de notre système électoral, notamment la question de l'état civil, l'informatisation de l'état civil, etc. Oui, nous sommes tous unanimes qu'il y a des difficultés réelles. Et comme on l'a dit, il y a des difficultés liées aux défis sécuritaires, il y a des difficultés liées aux défis sanitaires qui viennent s'ajouter. Et comme nous l'avons dit au départ, il serait quand même important, et jusqu'à preuve du contraire, comme on vient de le dire, le calendrier électoral n'a pas été remis en cause. Et nous, en tant qu'acteurs politiques... Il se trouve qu'il y a cette suspension de l'opération d'enrôlement. Oui, ce qui ne remet pas en cause, parce que c'est pour des mesures sécuritaires. Vous vous rappelez qu'il y a des OSC qui avaient commencé à donner de la voix et que pour des raisons sécuritaires qu'on puisse reporter. Mais à ce niveau-là, mon collègue Tamboura est revenu là-dessus. Il a fallu qu'on se retrouve et qu'on se donne les voies et moyens. Le processus a continué. Et en créant des zones dans le pays, de sorte qu'on puisse faire les enrôlements comme il se devait. N'eût été le cas de la pandémie, actuellement, l'enrôlement serait en cours. C'est pour des mesures sanitaires que tout cela a été arrêté. Mais pour les défis sécuritaires, nous disons toujours que c'est un défi qui est là et qu'on n'en parle pas trop. Parce que tout le monde est emporté vers Covid-19. Et combien de soldats meurent par jour? Combien de nos concitoyens meurent par jour sur le terrain? On n'en parle pas parce que tout le monde a les yeux rivés actuellement sur Covid-19. La question n'est pas à ce niveau. Moi, ma préoccupation est la suivante. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation et qu'au niveau de la classe politique, aussi bien de la société civile, moi je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à vouloir polémiquer sur
le maintien ou le report, ainsi de suite, la question n'est pas là-bas. La question, c'est que comment est-ce que nous gérons les défis que nous avons en face de nous, Oui, ils sont de sorte, Oui, de sorte à ne pas tomber dans un troisième défi qui institutionnel, institutionnel qui est très dangereux. Oui, on y arrive, justement. Oui, monsieur. L'impact de cette pandémie sur le processus électoral. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, le processus est à l'arrêt, il faut le dire. Est-ce que, du coup, on peut parler aujourd'hui de changement de priorité? Est-ce qu'on peut dire, à côté de la sécurité et de la pandémie, est-ce que les élections, c'est encore une priorité? Oui, je comprends l'insistance. Vous revenez très souvent sur le fait que c'est le processus d'enrôlement qui a été suspendu dans la première déclaration du chef de l'État. Et je pense que sur la question, il faut considérer deux choses. On est dans une hypothèse qu'on peut vaincre le Covid. Oui, c'est pour cela qu'il y a des dispositifs, des organisations pour le vaincre, pour contenir la pandémie et revenir à la normale. Et nous pensons que tout état normal se projette dans une maîtrise de toute épidémie dans un délai tout à fait raisonnable. Et le gouvernement se situe dans cette perspective, d'une part. Deuxièmement, nous avons des écoles, des élections en situation de pandémie. Nous avons une école en France, ils ont fait un premier tour, et puis après, ils se sont rendus compte que les mesures de restriction de liberté, de confinement total, étaient telles qu'on ne pouvait plus tenir le deuxième tour. Ils ont suspendu. C'était un État tout à fait responsable. Nous avons aussi une autre école qui est malienne. Le cas du Mali. En début de pandémie, certes qu'il n'y avait pas de chiffres alarmants, ils l'ont tenu, et je pense qu'ils ont aussi, le second tour aussi est maintenu. Et aujourd'hui, nous avons une excellente école en Corée du Sud. Aujourd'hui, les législatives sont tenues en Corée du Sud, mais en respectant les gestes barrières, en faisant en sorte que le bureau de vote, en faisant en sorte que les choses soient ainsi, Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cela. Le plus important, c'est de vaincre les défis qui sont les plus importants. Le défi sécuritaire, et là, il le sait, ça a été adressé pendant 4 ans. Il y a eu des réformes, il y a eu des crédits consacrés à l'armée, il y a eu des efforts sur la cohésion sociale. Mais est-ce pourtant qu'il faut complètement arrêter la machine de l'État? Non, il faut continuer dans une résilience. Aujourd'hui, on a un autre défi qui est la pandémie. Mais il faut y faire face. Mais si vous dites que les élections n'ont plus lieu sans le dialogue avec mes amis de l'opposition, comme dit le docteur, vous y ajoutez une crise. Justement, elle est là. On ne sent pas la classe politique, justement, y penser. C'est vrai que le CGD organise... Non, c'est prématuré. C'est prématuré. Oui, c'est prématuré. On est déjà dans le premier semestre. Non, c'est prématuré. Je pense que la réflexion est en cours. Moi, je fais l'hypothèse que la réflexion est en cours dans tous les états-majors des partis politiques. Déjà, même quand vous regardez l'attitude, les comportements des acteurs politiques, y compris ceux qui sont sur ce plateau, face à la pandémie, c'est aussi une autre façon de faire la politique. Les partis politiques se mobilisent. Je ne dirais pas que c'est une campagne déguisée. Parce que c'est un mauvais procès souvent qu'on fait aux partis politiques. Elle est franche, elle est dans son rôle. Voilà, je pense que les partis politiques sont déjà engagés. Et quand vous regardez les comportements des uns et des autres, il y a quelques arrêts pensée politique. Donc je pense que la réflexion, elle est en cours. Mais c'est peut-être le fait que les partis politiques ne veulent pas poser le débat risque d'être considéré comme un débat indécent, etc. Non. C'est pour ça que c'est une bonne chose que le CGD pose le débat. Pour nous, la raison principale, nous estimons, pendant que notre peuple est en détresse, ce n'est pas le moment pour nous, en tant qu'acteurs politiques, de parler de calendrier électoral. Si nous venons parler de calendrier électoral, ça veut dire que nous faisons fi de nos populations qui sont dans des situations très difficiles. Vous l'avez dit tout de suite, nous, en tant qu'acteurs politiques, ce n'est pas forcément des visées politiques. Nous avons le devoir, en tant que politiques aussi, d'assister, d'apporter, de témoigner notre compassion et notre solidarité à l'endroit de cette population. Nous ne les voulons pas morts. Quels sont ceux-là qui nous élisent? C'est cette population qui nous élit. Et si nous ne faisons rien pour maintenir cette population en vie, je ne pense pas que nous-mêmes nous serons là. Parce que nous sommes des mortels comme tout le monde. La population est assez responsable. La population est assez responsable pour comprendre que ce que nous apportons là, ce n'est pas
au décès de quelqu'un, vous allez vous pavoiner là-bas. Pendant que politique, la personne est vivante, si vous pouvez lui apporter quelque chose pour le garder en vie, nous pensons que les partis politiques que nous sommes, peut-être nous sommes dans cette logique-là. Je ne dis pas que, bon, par moment, mes amis de la majorité, et ils en font un peu trop. Parce qu'ils sont dans une position pour en faire un peu trop, parce qu'ils doivent plus d'explications, c'est normal. Mais un élément important, il y a un élément important de mon point de vue qu'on doit observer au niveau des partis politiques, c'est de revisiter en fait nos politiques publiques en matière de santé, puisque la crise met justement sur l'agenda la problématique de nos systèmes de santé. De la même façon que la crise sécuritaire a mis à l'agenda la faiblesse de notre appareil sécuritaire. Donc, on espère que dans les programmes de campagne, la question... Il faut espérer que lorsqu'il y aura les élections... Ce n'est pas un programme, il faut adresser les problématiques. Il faut les traiter. Quand l'insécurité s'est posée, on a pris des mesures. Par exemple, sur l'insécurité... On a pris une loi de programmation militaire, on a mis des ressources presque sécurisées pour l'équipement, la formation, voilà, pour la pandémie aussi. Je pense que si ça nécessite qu'on le fasse, on le fera. Non, je parle surtout des offres électorales, des offres politiques. Bon, si vous regardez la sécurité, on n'a pas suffisamment anticipé. Pour les élections, c'est vrai que le gouvernement a pris des mesures pour y faire face. Forcément, la santé et la sécurité deviennent... Oui, c'est-à-dire qu'il faut espérer que pour les prochaines élections, les campagnes électorales, que la santé et la sécurité, par exemple, soient des sujets brûlants. Il faut inclure de la prospective dans les partis politiques, c'est de ça qu'ils parlent, mais bon, comme ce n'est pas le sujet du débat. On voit que c'est le sujet parce que pour moi, lorsqu'on parle des élections, une élection, c'est une mise en concurrence des offres politiques. Est-ce que, docteur, est-ce que finalement, aujourd'hui, le respect du délai constitutionnel est un impératif? Tout dépend de l'évolution de la situation. C'est clair que si on est dans une situation de crise sanitaire, on ne peut pas tenir des élections. Ah ben oui. Ça, c'est clair, tout à fait logique. Que ce soit crise sécuritaire, crise sanitaire, lorsqu'on est dans une situation comme on le voit avec la France qui a reporté le deuxième tour pour les élections locales. Donc si on est dans une situation où on ne peut pas tenir des élections, on ne peut pas tenir des élections. Et en ce moment, certainement, va s'enclencher un processus politique. Déjà avec le dialogue politique qu'on a vu en juillet 2019, tout à fait. Au sein des cas sous l'égide du chef de l'État, avec la majorité et l'opposition, on va certainement aussi mettre en branle le juge constitutionnel, qui sera également amené, parce qu'on sera amené à réviser à retoucher la Constitution, voilà, pour pouvoir prendre en compte cette dynamique. Je pense que c'est à ce niveau que le débat politique, en tout cas, va permettre de trouver des solutions qui soient acceptables, qui soient consensuelles. Mais en attendant, moi je pense qu'on n'est pas là et rien ne nous dit que les choses ne s'amélioreront pas d'ici. Oui, c'est ça, il faut... il faut qu'on l'intériorise. Il faut prévoir toutes les hypothèses. Oui, je suis d'accord, mais je pense que si jamais on se trouve dans cette situation d'ici novembre, non, je dis, si cela doit arriver, je pense que là aussi, il y en aura beaucoup à dire. Parce que la gouvernance actuelle, ça serait tout à son mérite. Si nous arrivons à anticiper aussi, à faire face à cela d'ici novembre. Si ce n'est pas fait aussi, l'échec, il faut le mettre sur les comptes. Oui, moi je pense très sérieusement, quand une crise devient majeure, elle bouleverse ses aspects, ses calendriers, ses agendas politiques. Et généralement, on fait un consensus, on est d'accord là-dessus. Ce n'est pas la peine de se voiler la face, mais pour le moment, la crise n'est pas majeure au point de façon unilatérale, qu'on décide que les choses vont changer. Je vous ai dit en début d'émission tout à l'heure que sur la question électorale, nous avons une tradition de consensus sur ces questions. Même la CENI qui est là et le code électoral qui est aujourd'hui appliqué est un consensus issu des réformes de 2000. Ça fait 20 ans que ces réformes consensuelles ont permis à notre pays, de façon régulière, d'aller aux élections. Quand il y a eu la crise majeure de 2014, le Burkina a trouvé le génie aussi juridique pour y revenir. Donc il n'y a pas de raison, de mon point de vue, s'il n'y a pas de crise majeure, qu'on ne soit pas à la hauteur de ce rendez-vous électoral. Si on doit le changer, eh bien, l'opposition est là, nous allons discuter encore. Nous allons associer aussi la société civile, puisque dans un État, il n'y a pas que la société politique. Dans les 2-3 mois à venir, si la situation sanitaire ne change pas, est-ce que véritablement on peut rester dans ce délai constitutionnel? C'est la question. Il y a un acteur majeur. On ne peut pas dire oui ou non. C'est les acteurs qui en discuteront. C'est ça, en fait. C'est ce que je vais dire. Vous ne pouvez pas, sur ce plateau, quelqu'un ne peut pas dire que si dans 2-3 mois les choses... Non. Les acteurs seront... Parce que les acteurs seront convoqués obligatoirement par l'actualité pour en discuter. On n'en est pas là. Je pense qu'il y a un acteur majeur, notamment la CENI, qui n'est pas là ce soir, qui va certainement éclairer les uns et les autres
Et j'imagine que voilà, le ministre de l'administration territoriale a repris heureusement du service. J'imagine qu'il y aura des échanges qui vont s'enclencher au niveau de la CENI, le gouvernement. Parce que la CENI peut dire techniquement, c'est possible, voilà, si c'est possible de respecter les délais ou pas. Oui. Maintenant, si ce n'est pas possible de respecter les délais, dira. techniquement, en ce moment, il va se mettre en place un dialogue politique. Et je pense que c'est à ce niveau que les différents scénarios vont être imaginés, en tenant compte également de la durée. C'est-à-dire que si on ne peut pas tenir les élections en fin novembre, si on doit les tenir 3 mois après, 6 mois après, je pense que c'est en fonction de ces délais-là que les différents scénarios vont être concoctés par les En ce temps, si on n'arrive pas à tenir, on va se retrouver dans une situation d'illégalité. Bon, absolument. Oui, et si on se retrouve dans cette situation d'illégalité, je ne pense pas que ni les députés que nous sommes et le président de Faso, dans cette illégalité-là, nous ne pouvons pas nous retrouver pour prétendre à une prolongation quelconque de nos mandats. C'est pour ça que c'est pas parce que nous ne représentons pas c'est avant l'expiration des mandats que ça va se faire. C'est pour ça que je parle d'anticipation. Oui. C'est-à-dire que si la CENI, par exemple, estime que... je pense que dans les 3 mois à venir, il va falloir prendre une décision. C'est les 3 mois, parce que ce n'est pas dans novembre ou bien à l'expiration des débats. Docteur, je pense que même la CENI, c'est en partie les partis politiques. Même la CENI, je pense, est obligée d'être dans une sorte de cohérence avec le gouvernement et avec le dialogue politique pour dire des choses. Elle peut faire des hypothèses techniques, mais elle ne peut pas s'exprimer sur les issues. Je pense que, honnêtement, si la situation devient très difficile par rapport à un certain nombre de défis, au point que ça puisse remettre un calendrier, un agenda électoral, je dis, nous avons une expérience pour traiter ce type de questions sur le dialogue politique. L'opposition, la majorité, et pourquoi pas les autres corps constitués de la nation. On est quand même en mesure d'adresser une situation de crise. Ça ne sera pas le chaos tout simplement parce que il faut quand même qu'on a fait face quand même à des situations aussi difficiles. Alors, docteur, en 2015, c'était pas simple. D'accord. Oui. Allons dans les scénarios, justement, parce que l'idée, c'est aussi d'anticiper à ce niveau. Le report est-il évitable? Si oui, comment et quelle forme de mitigation, finalement? Je pense que la mitigation, ce qu'il faut envisager, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre novembre pour se rendre compte qu'on ne peut pas tenir les élections. Tout à fait. Donc, l'anticipation, c'est faire en sorte que peut-être dans les 3 ou 4 mois à venir, qu'on puisse faire l'état de la situation, l'analyse de la situation, évaluer la situation. Absolument. Et puis en ce moment, la CENI pourra dire si on pourrait respecter les délais ou pas. Si la CENI estime qu'on ne peut pas respecter les délais, compte tenu d'un certain nombre d'impératifs liés par exemple à la reprise de l'enrôlement, etc., toutes les opérations qui sont prévues dans le cycle électoral, en ce moment, certainement, comme le député l'a dit, le président du Faso sera obligé de convier les différents acteurs de la vie politique pour analyser les différents scénarios possibles. Et c'est pour ça que j'estime important que dès à présent, au sein des partis politiques, au sein de la société civile, au niveau de la société de façon générale, que la réflexion puisse être engagée. Pour que quand le débat va se poser, on puisse avoir des éléments concrets sur la base desquels discuter. Parce que la crise consécutive à la démission du président Blaise Compaoré, par exemple, avec l'insurrection, vous avez vu que beaucoup d'acteurs n'avaient pas prévu cette éventualité. Peut-être peut-être qu'il y en a qui avaient prévu, mais beaucoup d'acteurs n'avaient pas prévu. Et ce qui fait que vous voyez qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements pour l'élaboration de la charte de la transition. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité, dans les 3 ou 4 mois à venir, de pouvoir faire l'évaluation de la situation et puis de mettre sur la table les différents scénarios. Absolument. Voilà, et commencer à anticiper la révolution. De toute façon que quand le débat va être posé, bon, il y a déjà des éléments concrets qui vont être mis sur la table, voilà, pour alimenter la discussion. Donc, député Mouda, on peut faire en sorte à ne pas être surpris, justement. Je pense que si cela est fait, ça va nous éviter beaucoup de situations. Parce que moi, je vais dans un cas extrême. On peut être sûr d'une chose. On peut être sûr. Tous les partis, dans les états-majors, oui, d'accord. font de la réflexion. Je pense que nous pouvons aller avec l'hypothèse justement que le pouvoir en place mettra tout en œuvre pour que ce calendrier-là puisse être respecté. Ça, c'est un... Il en a donné des gages. Oui, voilà, ça, c'est un premier élément. Ouais. L'autre élément, on ne le souhaite pas. Comme il a dit, c'est des éventualités. Il ne faut pas exclure. Si nous nous retrouvons dans un vide juridique et que quelqu'un venait à faire un coup d'État, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Qui est habilité à ramener la personne à rendre le pouvoir? Le peuple. Le peuple. Et comment?
Il y a des traditions de lutte, je pense. C'est ça la question. Non, c'est ça la question. Pas forcément. Je pense qu'on ne doit pas arriver à ces cas extrêmes-là, vraiment, sauf cas de force majeure. Oui, c'est ce que j'ai dit ici. Des crises majeures, on est obligé de dialoguer. Pour rattraper le retard, par exemple, est-ce que peut-être on arrête peut-être le processus d'enrôlement, on se passe peut-être du potentiel 1,5 million, je crois, d'électeurs, et puis on fait avec ce qui est là, peut-être? Répondre à cette question, c'est faire vraiment de la vraie divination. Je pense que l'organe le plus habilité pour répondre à cette question, c'est la CENI, parce qu'il y a quand même des implications juridiques. C'est la loi qui dit qu'à l'approche des scrutins, il y a des calendriers pour faire des enrôlements. Donc, si on est dans une situation de cas de force majeure, que dit la loi? Je pense que la CENI est vraiment mieux pour adresser la situation. Vous semblez dire qu'on peut peut-être économiser finalement l'enrôlement. Bon, la loi est claire. La loi dit que depuis le dernier scrutin, si on va au prochain scrutin, beaucoup de personnes ont eu l'âge de voter. On ne peut pas donc par un acte réglementaire décider que ces personnes n'auront pas le droit de vote. Donc vous voyez, c'est une question qui est difficile. Il faut peut-être en discuter avec la CENI. Mais je peux vous rassurer, il sait très bien, les partis sont très organisés. Nous avons des secrétariats techniques, des commissions ad hoc qui travaillent sur des thématiques, des stratégies les plus difficiles, les plus faciles, les plus douloureuses. C'est ça les partis politiques. C'est aussi des cadres qui sont là-bas, c'est des stratèges, et c'est des gens aussi qui sont dans le peuple parce qu'ils sont des élus, c'est des gens qui sont avec la population. Donc je pense que tout le monde entend remonter un certain nombre d'inquiétudes liées à ce processus électoral. Mais j'ai dit, nous avons la solution, nous avons les process et le dialogue politique, nous l'avons déjà expérimenté. Et je pense qu'il faut y faire recours en cas de situation difficile. Docteur, si on veut respecter ce calendrier électoral, il doit falloir faire des concessions aussi ou des sacrifices. Peut-être sacrifier les textes pour pouvoir rattraper des retards. C'est peut-être possible, ça? Oui, les textes, on peut les modifier, que ce soit la loi électorale, c'est-à-dire le code électoral, même la Constitution. Même la Constitution, on peut aller vers... On a déjà prorogé le mandat des députés au Burkina Faso. Si vous regardez le cas du Mali, ils ont prorogé jusqu'à 3 reprises. C'est pour ça que c'était extrêmement difficile pour eux, à cause de la crise, de ne pas tenir ces élections, parce que ça fait 3 fois qu'on a prorogé le mandat. La question est de savoir si on proroge, par exemple, le mandat des députés, le mandat du président du Faso, par exemple, par une révision constitutionnelle validée par le juge constitutionnel. La question va se poser de savoir, est-ce que on fait un gouvernement d'union nationale, par exemple, ou bien on gère, la coalition au pouvoir continue de gérer. Ça, c'est une question qui va se poser, d'autant plus qu'au sein de la classe politique, nous avons un courant important, notamment au niveau de l'opposition politique. Je veux parler de la CODER qui a mis à l'agenda la question de la réconciliation. Et même avec la crise liée au coronavirus, j'ai entendu des discours tendant à dire que c'est encore une opportunité pour aller vers la réconciliation. Donc cette crise peut être une fenêtre d'opportunité pour enclencher un processus de réconciliation, en tout cas tel que c'est prôné par certains acteurs de la vie politique. Donc on peut avoir cette proposition sur la table consistant à dire que, bon, à partir du moment où on ne pourra pas tenir les élections dans les délais prescrits par la Constitution, et qu'on va aller vers une sorte de transition de 3 mois, de 6 mois. En ce moment, il faut une recomposition, il faut aller vers un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est une option qui peut être, en tout cas, injectée dans le débat politique. Ça peut être une option, tout comme ça peut être, ça peut consister à dire simplement que, bon, les autorités en place continuent de gérer jusqu'à la tenue des prochaines élections. Oui. Je reste dans cette hypothèse-là pour dire que lorsqu'on envisage un report, c'est parce qu'on est sûr que la date probable que nous envisageons là, à terme, est la bonne. Ouais. Si on fait cela, aujourd'hui, qui peut garantir dans notre pays, pour des raisons sanitaires, par exemple, comme le cas de Covid-19, qu'on reporte à une date donnée, qu'on est sûr qu'à cette date-là, on aura fini avec le phénomène? Je ne pense pas que quelqu'un puisse nous dire cela ici. La question, elle est là. Si on décide de reporter, on reporte jusqu'à quand? C'est ça la question. C'est-à-dire, si on décide de reporter, c'est parce qu'on a des données sûres. On a des éléments sur lesquels on peut se fonder pour dire, vu la progression de cas ou bien la maîtrise de la situation, à terme, à telle date. Mais est-ce que quelqu'un ici peut nous dire ça? Chers collègues, moi franchement, personnellement, je pense que le défi qui est à notre portée, c'est de vaincre le Covid. Oui. Par la discipline.
On est tous unanimes là-dessus. On ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. On a un personnel de santé courageux, vaillant, qu'il faut rendre hommage. On a les expériences des autres pays et nous avons la conscience de ce que ça peut entraîner comme dégâts pour le pays. C'est de se discipliner et de vaincre le Covid. Je pense que le défi sécuritaire, de mon point de vue, était plus grave que la situation du Covid, que nous avons vécu depuis 2016. Nous avons fait des débats. Quel est l'impact de la situation sécuritaire sur la tenue des élections à bonne date? Ça fait 2 défis désormais. Mais le plus important, nous, avec résilience, courage politique, nous avons adressé ce défi-là. Ce sont les défis que nous pouvons relever. Il ne faut pas chercher d'autres défis improbables liés au report des élections. Non, il faut s'y tenir, tout simplement. Mais quel est le laboratoire? Pour ne pas se faire surprendre. Absolument, absolument. Mais pour moi, on peut vaincre le Covid. Oui, parce que des pays sont arrivés, il faut le faire. On est tous unanimes. Donc j'invite mon collègue député à mettre toutes ses énergies dans la sensibilisation, la société civile aussi à se mobiliser. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Si au bout de 2 mois, mois de juin, il n'y a plus de Covid au Burkina Faso, nous reprenons le cours normal des choses. Et nous parce que l'enjeu de ces élections, c'est quoi aussi? Docteur va me dire, l'enjeu de ces élections, c'est quoi? On connaît l'histoire politique de notre pays. État de droit, état d'exception. On a toujours fait des yo-yo entre les deux. Et je pense que le rendez-vous pris en 2015 devait être un rendez-vous définitif avec la démocratie au Burkina Faso, que désormais, il faut s'y tenir. Mais si déjà au premier rendez-vous de renouvellement de cet engagement solennel issu de l'insurrection, issu aussi de la soif de Burkinabé d'avoir un régime démocratique civil élu, si nous tergiversons déjà sur ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va donner à ce pays. Tergiverse parce qu'il y a des chocs. Non, j'ai l'impression que dès qu'il y a un choc, on interroge, on dit est-ce qu'on ne reporte pas? Bon, ça me donne l'impression que vous étiez sur une natte où vous attendiez que ce plan se réalise. Non, s'il y a un choc, on y fait face. Parce que c'est important déjà de mettre les garde-fous, parce que le risque aussi, c'est que on minimise la situation et qu'on se retrouve à organiser des élections qui peuvent engendrer aussi une crise post-électorale. C'est aussi cela. Ah bah absolument. Là, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que nous sommes face à une situation qui n'est pas prévue dans la Constitution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la Constitution et vous avez un chapitre qui parle de ça. Et c'est ce qui fait que ça va se régler. Et moi, je n'ai pas de doute là-dessus concernant le dialogue politique. Quand on regarde l'histoire politique du Burkina Faso, face à toutes les crises, il y a eu en tout cas une logique de banalisation, une routinisation du dialogue politique. Et même avec, je crois, la personnalité du président du Faso actuel, le chef de file de l'opposition, je pense que c'est des variables importantes. On voit cette tendance, en tout cas, à aller vers le dialogue politique sur les questions difficiles. Donc, moi, je n'ai pas de doute que face à cette situation, quand la situation va se poser, la classe politique dans son ensemble saura trouver un compromis. Absolument. La question est de savoir à partir de quand cette discussion va s'enclencher. Est-ce qu'il ne faut pas véritablement s'y prendre tôt? Ne serait-ce que commencer les réflexions au niveau du gouvernement, au niveau de la CENI, certainement la réflexion est en cours, au niveau des partis politiques, de telle sorte qu'on puisse s'y prendre tôt pour éviter que ça ne soit pas en cours jusqu'à... Voilà. Parce qu'on l'a vu même pour la gestion de la crise, à un moment donné, on attendait des décisions fortes qui ne venaient pas. C'est aussi ça le problème. Oui, la réalité c'est ça, c'est que le tâtonnement dont fait preuve... Monsieur Guivra, vous semblez donner une perche à mon ami. Non, ce n'est pas une perche. C'est-à-dire le tâtonnement dont fait preuve montre, j'allais dire, le pouvoir en place, nous amène effectivement à nous poser des questions. Quel sujet? Parce que, bon, quand je prends la question sécuritaire, nous avons senti vraiment... ce que nous tous on a vu. Absolument. Sur un certain nombre de sujets et préoccupations, notamment la grogne sociale et autant de choses. Et même lorsque vous vous rappelez, au début de la pandémie, il y a un certain nombre de mesures qu'on aurait dû prendre par anticipation. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à l'opposition, c'est dire tout simplement qu'il y a des mesures qui ont été proposées par l'opposition qui finalement... Ce sont vos mesures qui ont été dites... qui ont été prises en compte, mais ça n'a pas été de façon proactive. C'est-à-dire c'est ce qui manque actuellement. Bon, vous m'excuserez. C'est comme on le dit. C'est une appréciation de l'opposition, je n'en pense pas du tout. J'ai observé la plupart des pays face au Covid, les timings est plus ou moins... Oui, je termine en disant tout simplement qu'à ce niveau-là, il faudrait justement que ce ne soit pas des mesures, comme on dit, des mesures qui ne vont jamais arriver à nous produire quelque chose. On dit on est en cours.
c'est en cours de réflexion, c'est en cours de ceci, tout est en cours finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de ces cours. Non, je ne suis pas d'accord. Vous semblez ramener le débat à un débat, de mon point de vue, tout à fait. Ça vous arrange au niveau de la majorité? C'est un débat un dialectique de l'opposition-majorité, c'est très bien. Monsieur Tamoura, ça vous arrange un report des élections au niveau de la majorité? Non, ce qui nous arrange, nous, c'est de respecter les engagements pris, et politiquement, et sur les institutions. Et je pense que si le dialogue politique a eu lieu pour interroger toute la classe politique face aux défis sécuritaires, face à la situation des déplacés, face à tel problème, qu'est-ce qu'on fait si les élections témoignent de la volonté du chef de l'État et de la majorité de dire « je me suis engagé, je respecte ». Parce que si la majorité dit qu'elle veut reporter les élections, Zerbo va encore se lever pour dire que nous voulons prolonger notre mandat. Ça ne nous a jamais traversé. Ce qui nous préoccupe, c'est vraiment de relever les défis qui sont les nôtres. Les tâtonnements sont tout à fait inhérents à toute personne qui va en action. Sur la sécurité, c'est pareil, les problèmes nous sont tombés dessus, comme ça. Dès le 15 janvier, le président du Faso a prêté serment quand ? Le 29 décembre, si j'ai souvenance. Les premiers attentats terroristes au Burkina Faso, le premier attentat est arrivé le 15 janvier. Je ne compte pas de ce qui s'est passé en 2015 sur Samorogouan, je ne prends pas ça, je prends celui vraiment d'envergure sur Cappuccino et l'enlèvement du docteur Elias. Ça fait exactement moins d'un mois. On fait quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'armée n'a pas pris de la capacité après 3 ans? On a des missions d'information, nous savons les crédits qui ont été alloués, nous savons ce que les FDS font sur le terrain, même si... les attaques se poursuivent avec son lot de déplacés. Mais écoutez, on ne finit pas une guerre en 2 ans ou en 3 ans, et vous le savez. Vous le savez très bien. Il faut capaciter l'armée, il faut capaciter les FDS, il faut capaciter les Burkinabés afin d'y faire face. Et là, on ne peut pas nous prendre à défaut. D'accord. Alors, terrorisme en plus Covid-19, docteur, ça fait 2 défis majeurs à relever pour espérer tenir le calendrier électoral. Mais là, comme on l'a dit, il faut déjà imaginer des solutions alternatives au cas où, effectivement. Mais là, effectivement, si on en arrive au 22 novembre, dans un environnement où il est difficile de tenir les élections, là, est-ce qu'on rentre dans une situation de transition ou peut-être aussi le risque d'une crise politique là, parce qu'il va se poser un problème de légalité ou de légitimité, c'est selon. Mais là, est-ce que ça ne risque pas aussi de fragiliser les institutions? Mais derrière aussi, c'est que si la crise sanitaire n'est pas résolue, la crise sécuritaire n'est pas résolue, dans cette forme de gouvernance désormais, est-ce qu'on a les coudées franches aussi pour pouvoir réussir ces défis-là? Est-ce que là, on ne fragilise pas aussi la lutte sur ces 2 tableaux? Oui, absolument. C'est un enjeu extrêmement important qui va se poser. C'est-à-dire que si on ne peut pas tenir les élections en bonne date, c'est clair que même lorsqu'il y aura peut-être une formule acceptée de tous, ça peut perturber le travail gouvernemental. C'est-à-dire que si ça conduit par exemple à un remaniement gouvernemental, si ça nous amène par exemple à un gouvernement d'union nationale où l'opposition sera invitée à participer dans la gestion des affaires de l'État, ça peut entraîner une perturbation, y compris dans la gestion de la sécurité. Donc c'est clair que ça va avoir en tout cas des impacts sur la façon dont les politiques publiques sont conduites. Mais au-delà de ces aspects, je voudrais revenir sur cet aspect qui me paraît extrêmement important, la question programmatique. C'est-à-dire que, oui, certes, l'anticipation, ça doit porter sur l'opérationnalisation du processus électoral, mais aussi sur la réflexion, notamment sur les politiques publiques, oui, en matière de santé. Oui, je partage. Il faut que ces élections-là soient véritablement des moments de réflexion, de mise en concurrence des idées, qu'elles viennent de la société civile, des partis politiques, pour faire face en tout cas à ces défis sécuritaires au sens large, sécurité du point de vue sécurité physique, sécurité liée au terrorisme, sécurité sanitaire, etc. Parce que vous avez parlé du terrorisme tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment anticipé au niveau des partis politiques. Il y a eu l'attaque du 15 janvier, on a été surpris, mais aujourd'hui, face à la crise liée au Covid-19, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une priorité. Oui. Donc, il faut espérer que ces questions-là soient véritablement des questions brûlantes, que ça va en tout cas être au centre des préoccupations et des électeurs
et des partis politiques et des médias, des journalistes, pour que dans les débats politiques qui vont se faire entre les candidats à la présidentielle, que ces questions-là soient des questions brûlantes. Parce que quoi qu'on dise, ce sont les partis politiques qui gouvernent. Donc si les partis politiques, il n'y a pas d'anticipation programmatique au sein des partis politiques, c'est clair que lorsqu'on va faire face à une crise, on va avoir en tout cas des tâtonnements, on ne sera pas en mesure de faire face à cette crise-là. Il y a un autre enjeu aussi important du point de vue de la stratégie des partis politiques, c'est que la crise liée au Covid-19 va probablement être un des facteurs d'appréciation des différents candidats, des différentes formations politiques. C'est peut-être c'est-à-dire la façon dont le gouvernement, le MPP et ses alliés, la façon dont ils ont géré la crise, la façon dont l'opposition s'est comportée, ça va être probablement des facteurs qui vont entrer en ligne de compte dans l'évaluation des différentes offres politiques. Donc ça aussi, c'est un enjeu au niveau des partis politiques. C'est évident. Je voudrais dire que je partage entièrement ce que... Vous devrez être déjà au laboratoire pour... Oui, ça c'est vite fait. Comme il a dit, c'est des stratèges, c'est des têtes pensantes qui sont là, qui déjà travaillent sur cela. Et c'est pour dire qu'en réalité, cela sera très déterminant. En termes d'offres politiques, on a été confronté à des difficultés. Mais qu'est-ce que véritablement nous proposons à nos populations pour qu'à l'avenir, on ne puisse pas connaître. C'est vrai que ça dans le présent. Nous souhaitons et nous espérons pouvoir nous en sortir. Mais maintenant, pour que de telles situations ne nous surprennent plus, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense qu'il revient à tout parti sérieux déjà de pouvoir décliner en matière de santé. Voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous envisageons. Sur le plan sécuritaire, autant d'éléments que nous devons mettre ensemble et comme offre politique, comme le dit le docteur. Et je pense que aller à une élection, ce n'est pas aller parce qu'on doit aller. On y va parce qu'on a des offres. Et ces offres-là doivent se matérialiser en termes de propositions, en termes de stratégie, et comment est-ce que nous entendons mettre tout ça en œuvre. C'est cela que nous devons présenter à nos populations. C'est ce que nous disons souvent. Sur le terrain, très souvent, la politique a été biaisée. Les pratiques ont été biaisées. On ne parle plus sur la base des offres politiques. Je veux parler ici des programmes politiques des candidats et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, ça a été foulé aux pieds. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me diront, si vous prenez 10 Burkinabés, vous demandez 5 ou 8, vous allez trouver que sur ces 8-là, concrètement, qu'est-ce qui est dit dans le programme politique de tel ou tel candidat, ils n'en savent pas. Oui. Alors que c'est ce qui devrait être mis en avant. Qu'est-ce qu'on a à voter ou à suivre tel ou tel candidat? C'est ce qui devrait être la priorité. Mais ce n'est pas le cas. On rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à ce débat aussi en nous passant le coup de fil. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Oui, permettez-moi de réagir sur les propos du docteur sur l'aspect programmatique. Je pense quand des défis apparaissent comme ça, pour les prochains scrutins, on est obligé d'élaborer une offre politique qui tienne compte de ces problèmes, c'est évident. Il le sait très bien, puisque ce sont des défis qui se sont imposés au Burkina Faso, et s'il y a des élections en fin 2020, on est obligé de les adresser. On ne voit pas les programmes. Écoutez-moi très bien. Non, ça c'est faux. Écoutez-moi très bien. En 2015, c'était des programmes. Qui ont été votés? Absolument. La transition avait atténué les effets néfastes de campagne avec les gadgets, un certain nombre de choses. Mais le MPP a trouvé moyen. Le MPP a. On a vu les t-shirts orange. On a vu les t-shirts orange qui ont inondé. Le MPP avait. Ça, c'est de l'intelligence aussi. Le MPP avait le meilleur programme. Oh là là. Il l'a présenté. Il l'a gagné au premier tour. Le chef de file de l'opposition a félicité le candidat du MPP qui a gagné les élections. Et je pense que la société civile s'était organisée d'ailleurs pour évaluer les programmes à l'époque. Et je pense qu'il est important de le rappeler. La société civile a mis en place même un monitoring de suivi de ses engagements. Il faut aussi le dire. D'accord. Donc, c'est pas... on avait le meilleur programme. Je suis certain. Il y a un téléspectateur le meilleur programme. Je suis certain. Un téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur? Moi, c'est monsieur Congo Lionel. Vous nous appelez d'où? De Zignaré. De Zignaré, oui, on vous écoute. Et vraiment, j'aimerais en tout cas saluer le plateau. Merci. Et saluer tous ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette émission.
parce que ça nous permet vraiment d'avoir des éclaircissements sur un certain nombre d'éléments concernant les élections et autres. Et ce que nous pouvons dire, en tout cas, nous apprécions la sagesse des différentes parties de l'opposition et de la majorité et même des OSC. Et nous pouvons ajouter que, en tout cas, en ce qui nous concerne, en tant qu'acteurs aussi, et en tant que citoyens, et jusqu'à ce que les élections arrivent, nous tous nous prions que la situation que nous vivons actuellement là puisse connaître un dénouement heureux. Et même s'il arrivait que la date des élections arrive et qu'on ne puisse pas tenir certaines choses, que l'opposition et la majorité, et en plus de la société civile, puissent s'accorder les violons pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Parce que ce que nous demandons actuellement pour le Burkina Faso, c'est que la classe politique puisse parler le même langage. Parce que c'est ce qui nous conduit parfois dans des débats un peu bizarres sur les réseaux sociaux et même dans la ville. Donc vraiment, j'aimerais saluer l'esprit de courtoisie et de compréhension qui anime les différents acteurs et vraiment souhaiter que les différents partis puissent garder cet esprit-là jusqu'aux élections. Et vraiment un grand merci au député Ousseini Tamboura. Merci. Vraiment merci beaucoup. C'est peut-être aussi l'effet Covid-19 qui fait qu'il y a ce respect mutuel. On fait ce débat. Je pense que l'une des caractéristiques du système politique burkinabé, c'est ça. C'est quand même, c'est un système qui n'est pas polarisé. Mais dialoguer davantage pour ne pas en rajouter à la crise, de la crise à la crise, justement. Oui, moi je n'ai pas de doute que face à la situation, quand il y aura une situation de crise qui peut par exemple compromettre l'organisation des élections, il n'y aura pas de crise. La classe politique saura trouver les ressorts pour trouver des compromis. Comme on l'a vu toutes les fois qu'il y a eu des situations difficiles. Voilà, je pense qu'il n'y a pas c'est l'une des caractéristiques du système politique burkinabé, la classe politique burkinabé, cet esprit de tolérance, cette institutionnalisation du dialogue qu'on voit, qui permet justement de faire face à un certain nombre de difficultés. Oui, Moussa Zéro, parce qu'on sent une opposition qui pense que c'est son heure et qui est pressée. Ah oui. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça, il ne faut pas caricaturer comme ça. Ce n'est pas une question d'heure qui est arrivée ou pas. Non, nous disons tout simplement que c'est vrai que nous connaissons des défis. Ce n'est pas pour autant que la vie quotidienne aussi doit s'arrêter. Nous avons parlé tantôt ici de la résilience de notre peuple, de nos populations. Donc nous nous inscrivons dans cette logique-là et nous nous disons que nous devons tout mettre en œuvre en tant qu'acteurs de la société pour éviter d'ajouter d'autres crises à d'autres crises qui existent déjà. Je pense que l'opposition est dans cette logique-là. Sinon, ce n'est pas une velléité de dire qu'il vaille qu'on y aille. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans une logique où nous nous disons il revient au pouvoir en place avec tout l'instrument qu'il a en main et l'engagement qui a été pris, que cet engagement-là puisse être respecté, en tenant compte justement, nous sommes conscients des défis que nous avons, mais nous nous disons qu'il ne faut pas ajouter une crise à d'autres crises. C'est ça qui nous anime. Sinon, ce n'est pas dire que notre heure est arrivée, nous savons une chose, on est sûr d'une chose. En cas de report, s'il y a des raisons objectives, vous n'allez pas trouver d'inconvénients, parce que là encore, il faut l'admettre que c'est possible. Hein. On parle tout à l'heure de la mobilisation des ressources. Le monde entier est secoué par cette crise sanitaire, donc les partenaires techniques et financiers sur qui on compte aussi pour financer nos élections, à un moment donné, peuvent changer d'avis. Donc, oui. On peut en arriver à une situation où il y a des raisons objectives de pouvoir... Personne ne peut écarter cette hypothèse-là. Mais nous disons que nous n'en sommes pas là. Et notre souhait n'est pas qu'on en arrive à cela. Donc je pense que ça, c'est des hypothèses que nous émettons, qu'il ne faut pas écarter. On est tous unanimes là-dessus, que des situations exceptionnelles. On était l'année dernière, en 2019, qui s'attendait à une crise de Covid-19 ? Personne. Personne ne pouvait l'envisager, mais c'est arrivé. Et ça a permis quand même de comprendre à tel point on était vulnérable, à tel point on pouvait remettre beaucoup de choses en cause. Bon, moi je pense qu'à ce niveau-là, nous on n'est pas à l'idée
de report pour le moment, ou en tout cas d'autres choses. On n'est pas à ce stade. Une des questions qui va se poser, c'est de savoir qui va procéder à l'évaluation. Peut-être que dès à présent, il va falloir réfléchir à un mécanisme qui permette d'impliquer toutes les parties de l'évaluation de la situation pour éviter que une évaluation objective et indépendante. Objective et indépendante qui soit consensuelle, parce que quand vous prenez la question des finances publiques, c'est le gouvernement vous allez vous donner votre travail, faites-le. Qui est mieux placé pour, en fait, qui a, disons, les ressources, les moyens nécessaires pour évaluer, pour dire sur le plan financier où est-ce qu'on en est. Si vous prenez aussi la CENI sur les plans techniques, on sait que de la CENI, vous avez aussi des acteurs politiques qui y sont représentés. Donc, il va falloir que cette évaluation-là aussi soit faite de façon peut-être conjointe, de façon consensuelle, pour éviter qu'un des acteurs puisse faire une évaluation à son avantage. Parce qu'on peut avoir des agendas politiques qui peuvent prendre le dessus sur une évaluation technique. Je pense que les partis politiques n'ont jamais refusé un cadre de dialogue avec la société civile. Je pense qu'il faut le dire. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous sommes là sur ce plateau pour aller avec vous. J'ai écouté ce que le député a dit. Il faut aussi que peut-être l'opinion comprenne. Les partis politiques ont des logiques. Ils tiennent au calendrier parce qu'ils ont une offre à faire. Mais comme je l'ai dit, les partis majoritaires qui sont au pouvoir ont toujours un avantage dans une élection. Parce qu'en plus du fait qu'ils peuvent offrir un programme qui adresse les problèmes rencontrés au cours d'un mandat, ils ont un bilan à présenter. Si nous gérons très bien le Covid-19, c'est nous qui récoltons les dividendes politiques et dans l'électorat. Si nous gérons très bien la question sécuritaire, c'est nous qui récoltons. Donc, de ce point de vue, nous avons des positions objectives. Oui, mais pour le moment, nous faisons de gros efforts et ça paye. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Non, acceptez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur Congo Rasmané. Rasmané nous appelle d'où? De Zignaré. De Zignaré encore. Okay. Oui, merci de nous suivre depuis Zignaré. Hein. On est en quarantaine ici. Okay. On vous écoute, oui. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, je voudrais participer à votre émission. Oui. Voilà, bon, en tout cas, merci pour l'initiative. Et comme ce que le président disait, et merci pour en tout cas l'ambiance qui règne au sein de votre plateau. En tout cas, ça nous permet de suivre aisément et comprendre qu'actuellement la situation que nous vivons préoccupe tout le monde. Merci. Par ailleurs, je voudrais vous interpeller sur certains nombre de choses. C'est-à-dire au niveau de l'opposition. Et en tout cas, la gestion de cette pandémie, bon, en tout cas, nous laisse un peu perplexes. Je pense qu'en tant qu'opposition aussi, dans une situation pareille, bon, je prends l'exemple de l'autre celui qui parlait de la gestion du système sécuritaire et le Covid-19. On comprend aisément que, en tout cas, c'est des situations qui viennent et que souvent, on n'est pas préparé. Donc, nous voudrions que l'opposition, dans son rôle, si il y a des moments qu'il va falloir aussi carrément laisser la politique et puis aussi des idées, des contributions, faire des propositions. Sinon, en tout cas, dans la gestion de ce Covid-19, on a compris en tout cas à un certain moment que le gouvernement était tellement désemparé, c'était des tâtonnements par-ci, et c'est compréhensible. Mais on n'a pas senti l'opposition faire des sorties comme ça pour faire des propositions. Oui, bien vrai que peut-être on ne sait pas, peut-être que c'est échappé, ils ont fait des appels, mais c'est peut-être la majorité qui n'a pas écouté. On n'a pas vu. Donc, on voudrait interpeller l'opposition dans ce genre de situation. Il va falloir aussi quitter hors de la politique et aussi parler dans l'intérêt général de tout le monde. Voilà. Mais s'il faut attendre à ce que, bon, vraiment, la partie, je sais pas, le régime en place ait des failles qu'on se voit ici, ça ne va pas. Oui, bon, on comprend, on voit que ça ne va pas, ne peut pas gérer sans qu'il y ait des failles. Mais nous demandons aussi à l'opposition de souvent faire des propositions concrètes, d'agir dans l'intérêt général de tout le monde. Il ne faut pas agir parce que cette fois-ci-là, il faut que nous profitons gagner l'électorat. Voilà. Et à la majorité aussi, franchement, on comprend aussi
Mais il va falloir qu'à un certain moment, qu'on outrepasse nos intérêts individuels et aussi ratisser large. Demander à ce que tout le monde continue. Je n'ai pas souvent le problème entre vous. Parce que ce Covid-19 là, ça ne dépasse pas les régime. Mais c'est une question de la nation. Appeler tout le monde, écouter les fils et filles de la nation afin que nous trouvions une solution. Parce qu'on a compris que dans cette gestion-là, on a beaucoup suivi sur les réseaux sociaux que les propositions des différents partis politiques. Donc, franchement, pour terminer, c'est pour demander que, en tout cas, nous ne souhaitons pas en tout cas construire ce genre de problème encore, mais que s'il y a un problème très capital et crucial comme ça, il faut que tout le monde se parle, outrepasser nos intérêts individuels et chercher l'intérêt de la nation pour que réellement nous puissions léguer un Burkina prospère à nos enfants. Merci. 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 Le dialogue, il revient justement sur ça. Oui, Zervo. Oui, bon, je pense que je remercie le téléspectateur de Zignaré. Il y a même un internaute aussi sur la page Facebook de la télé qui dit justement pourquoi le gouvernement n'inclut pas les acteurs sociaux et opposition dans les décisions pour lutter contre la maladie. C'est toujours dans cette dynamique, justement, c'est Idrissa Kaboré qui le dit. Okay. C'est toujours dans cette dynamique d'union. Oui. Voilà, autour des grandes crises. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, je disais que je saluais le téléspectateur et également Idrissa. À ce niveau, je pense que peut-être qu'il n'a pas beaucoup suivi l'actualité. Sinon, le secrétariat national en charge des questions de santé au niveau de l'opposition politique, pour ce qui est de l'UPC, est sorti et a proposé 9 mesures fortes. Et parmi ces 9 mesures fortes, il y avait la fermeture des frontières, il y avait la mise en quarantaine et le confinement. Tout ça a été proposé avant même que le gouvernement ne prenne ces mesures-là. Il y a encore d'autres mesures sur le plan économique qui ont été proposées et dressées. Et je pense qu'à la limite, je me suis même amusé pour dire que ces mesures-là ont été du copier-coller pour le gouvernement. C'est vrai que souvent, on ne prend pas trop le temps de nous suivre. Sinon, à ce niveau-là, je pense qu'on a parlé tantôt du dialogue politique. Le dialogue politique a été institué pourquoi et comment? Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal et c'est réglementaire. Il a été dit qu'à tout moment où il y a un sujet d'intérêt majeur, les acteurs politiques s'asseyent et se parlent. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que pour les questions sécuritaires, le président du FASO a fait appel à l'opposition politique. Ils se sont assis et on a trouvé un certain nombre de solutions. Également, des solutions ont été trouvées par rapport au code électoral qui était querellé. On a trouvé un consensus. Mais jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État, en aucun moment, n'a fait appel à l'opposition politique en tant qu'institution, chef de file de l'opposition, pour dire nous sommes face à un défi sanitaire tel qu'on l'a vu au Sénégal. Oui, comme on l'a vu au Sénégal, où Macky Sall s'est appuyé, attaché les services de l'opposition qui est venue parce que c'est une cause nationale. Si au Burkina, nous avons l'impression que la question est gérée comme si c'était une question de parti politique. Vous voyez, il y a un comité de crise de gestion MPP, comité de crise de gestion ceci, comité de gestion cela. Dénoncé d'ailleurs par Émile Paré. Dénoncé par un même de leurs. C'est pour dire qu'en réalité, lorsque le chef de l'État lui-même ne prend pas la pleine mesure de la crise que nous traversons, en se disant, société civile, partis politiques de l'opposition, toutes tendances confondues, nous sommes face à une situation qui nécessite, c'est une question de survie nationale. Asseyons-nous, vous en tant qu'opposition, qu'est-ce que vous en pensez? Société civile, qu'est-ce que vous en pensez? On met le tout dans un panier et on résout. Donc je pense que je suis d'accord avec lui, peut-être qu'il ne suit pas trop l'actualité, l'opposition critique, mais propose en même temps. D'accord. Oui. Avant que Ousseini Tamboura n'intervienne, juste sur les réactions sur notre page Facebook, il y a Issa Koura qui dit « Est-ce qu'à Djibo, on pourrait tenir les élections même dans l'après-Covid-19 » Ahmed Mikosori, député Zerbo, avec la pandémie, comment se déroulent les élections de 2020? S'il n'y a pas eu élection, qui sera président? Je crois que c'est aussi la préoccupation de Sansan Palais qui dit « Si d'ici fin 2020, il n'y a pas élection, qui sera le président
président. Je pense que la loi prévoit des mécanismes dans ce sens. Comment se déroulera la campagne 2020? C'est Emmanuel Bado qui l'a dit. Quelle est votre réponse prévue contre la Covid-19? Zhang Kafson dit faites les votes en ligne, tout simplement. Et Idrissa Kabore dit pourquoi le gouvernement n'inclut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des acteurs. Et puis Lokman Ouedraogo qui dit vu la situation dans laquelle se trouve le pays, est-ce que c'est pas mieux qu'on reporte les élections pour une période stable? Est-ce que le report aussi peut entraîner la stabilité? C'est d'importantes questions, donc il faut aussi remercier les internautes qui posent ces questions. Pour le report, je pense qu'on a largement parlé. S'il y a report, c'est un dialogue politique, consensus de l'ensemble de la classe qui pourrait le décider, puisque nous avons toujours fonctionné ainsi sur cette question. Alors, les deux Congos de Zignari qui ont appelé, je pense qu'il faut simplement retenir qu'ils nous encouragent à tenir compte de l'intérêt général et nous les en remercions. C'est ça qui est important. Par rapport à cette maladie, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité, nous nous posons tous les mêmes questions. Et je pense que les écueils ou les quelques erreurs de communication que on pourrait relever ont été d'ailleurs portés à la connaissance du comité national. Lorsque le professeur Martial nous donne le bilan d'une journée, qui nous dit que nous avons tant de guéris, nous avons tant de décès, nous avons reçu tant d'appels, ou que des gens disent qu'ils ont appelé et il n'y a personne au bout du fil. Ce que nous disons au gouvernement, c'est d'adresser ces préoccupations, c'est de faire en sorte si les gens sont guéris, il faut être un peu plus disert sur pourquoi, comment ils sont guéris. Est-ce qu'on leur a dit de boire assez d'eau ou du jus d'orange? Il faut faire un effort. C'est de la chloroquine. Parce que le Burkina peut être aussi, à partir de là, on peut. Si les personnes sont décédées, il faut expliquer aussi pourquoi on peut constater qu'il y a quand même relativement, comparativement à certains pays, ces décès élevés. On peut aussi expliquer, on peut dire, c'est peut-être parce que les gens arrivent tard à Tengango. Donc prenez le soin de ne pas venir tard, appeler assez tôt. Donc ces problèmes de communication, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, il le sait très bien. Nous avons repris nos travaux à l'Assemblée nationale et nous souhaitons discuter avec le gouvernement sur ces questions. Alors, le docteur Émile Paré a eu tort de parler de ce comité. Et vous avez dit que vous avez un secrétariat technique à l'UPC. C'est un document interne du parti. Les partis s'organisent, ils ont des secrétariats techniques dédiés à des thématiques, à des réflections, ils ont des commissions ad hoc. Émile Paré a eu tort? Il a eu tort de le dire. Je le répète, puisque vous voulez que je le répète. Il a eu tort de le dire. Il est membre du bureau exécutif national. Il connaît les statuts du parti. Le parti a toujours mis en place des commissions ad hoc pour réfléchir sur tel ou tel sujet. Il n'y a pas de raison d'en faire un problème. Le document n'est pas opposable à l'opinion. C'est un document interne du parti qui s'organise pour voir comment il peut apporter aussi sa vision et sa contribution au gouvernement. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Maintenant, ce n'est pas un arrêté ministériel, ce n'est pas un décret du président qui crée un comité MPP, c'est le président du parti qui a pensé qu'il avait besoin d'un certain nombre de personnes pour lui conseiller, pour lui faire des conseils par rapport à ça. Donc je pense que c'est important. Alors il y a une question qui semble me concerner personnellement. Est-ce qu'il y aura des élections à Djibo? C'est ça. Mais c'est très simple. Lorsque la classe politique a décidé que les élections se tiendront, on n'a pas sorti une circonscription du principe de tenir les élections. Nous avons demandé à la CENI de nous faire les scénarios possibles compte tenu de la situation dans certaines circonscriptions. La CENI a fait les scénarios. Où vont voter les déplacés? Qu'est-ce qui va se passer? Comment se déroule la campagne? On a nos hypothèses. C'est une question de Issa Diallo qui nous dit pourquoi parler des élections maintenant, les déplacés ne se sentent pas concernés. Oui, absolument. Quand des gens sont dans cette situation, le député Zerbo l'a dit, quand des gens sont dans une situation de survie élémentaire, vous ne pouvez pas leur venir parler des élections. Ça me paraît évident. Bourema Bari dit pourquoi le silence des OSC face aux divers manquements dans la gestion de la crise liée au coronavirus. Mahamadi Zebre dit je demande à la majorité d'être plus concret par rapport à la tenue des élections car nous sommes tous inquiets de revivre beaucoup de crises comme 2015, terrorisme, Covid. Mais oui, on l'a dit, c'est très simple, on l'a dit. Le président du FASOS, par une volonté claire et nette, quand on a pu le suspecter de ne pas vouloir tenir les élections, parce que les MPP pourraient utiliser un motif de sécurité pour rester longtemps au pouvoir, vous l'avez entendu. Avec la sortie d'ailleurs du président de l'Assemblée nationale. Il a invité l'opposition à un dialogue avec la majorité, et des questions essentielles ont été arrêtées, dont la question du code électoral. Tout à fait. On ne peut pas être plus royaliste que le roi, c'est assez clair. Il l'a dit, le Conseil des ministres a délibéré sur les dates.
Il y a eu un débat aussi, est-ce qu'il faut découpler les élections? Je pense que le dialogue politique a réglé toutes ces questions. On a dit, on tient les élections couplées. Le 22 novembre, le corps électoral est convoqué et la CENI n'a qu'à s'atteler à le faire. D'accord. Avant de donner la parole au docteur, il y a aussi Boukari Diko qui dit nous pensons que l'opposition induit la majorité en erreur. Ces propositions comme état d'urgence que vous faites n'ont produit que désolation. La majorité doit prendre ses responsabilités. Bon, merci mon frère. Merci d'avoir dit ça. Quand on parle du couvre-feu, je pense que c'est un des enseignements aussi qu'on peut tirer de la crise liée à cette pandémie-là, parce que dès le premier jour de mise en œuvre du couvre-feu, on a vu des forces de l'ordre commencer à bastonner des citoyens. Et c'est comme si finalement on n'a rien retenu comme leçon par rapport à la crise sécuritaire. C'est-à-dire cette fracture qu'il y a eu entre l'État, son appareil de sécurité et les populations, c'est comme si on n'a pas retenu des leçons. Alors qu'on a engagé un processus de réforme du secteur de la sécurité, il y a une politique de sécurité nationale dont la première mouture a été remise au chef de l'État. On est dans une sorte de changement de paradigme sur les politiques de sécurité, mais on a l'impression qu'au niveau des représentations des acteurs sur le terrain, il y a encore en tout cas, beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Donc ce que cette crise sanitaire nous révèle aussi, c'est ça. C'est-à-dire la problématique des droits humains, la problématique de l'état de droit, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, aussi bien du côté des citoyens que du côté de... Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu au Sénégal, etc. En France et en Italie, on a vu les dérives des contraventions des forces de l'ordre vis-à-vis des populations. Voilà. Je pense que voter en ligne, c'est possible. Non, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais en fait, ça pose une problématique essentielle que j'évoquais tantôt, c'est-à-dire la problématique de la modernisation de notre système électoral. Je pense que c'est ça. C'est lié aussi à l'analphabétisme, à un certain nombre de problèmes structurels qui font que, voilà, on ne peut pas envisager ça dans le court terme. Sinon, ça pose une problématique essentielle. Et si vous prenez même le protocole de la CEDEAO de 2001 sur les élections et la bonne gouvernance, on parle par exemple de la question de l'état civil. Les États se sont engagés par exemple à moderniser leur système d'état civil. Tant que vous n'avez pas un système d'état civil fiable, vous ne pouvez pas avoir un fichier électoral fiable. Et c'est ça la grande question clair, aussi oui, qui est posée. Donc, un téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir Aubin, bonsoir à tous vos invités. Merci, c'est monsieur? Moi c'est Étienne Bansé depuis New York. Depuis New York? Oui. Merci de nous suivre depuis New York. Oui, on vous écoute. Moi, très rapidement, j'ai deux questions. La première sera adressée à l'honorable Tamboura et le second à l'honorable Zerbo également. Moi, j'aimerais m'adresser à l'honorable Tamboura pour savoir, on est à presque 7 ou 6 mois des élections. Et actuellement, il est en train d'envisager des perspectives si. Est-ce qu'on ne va pas sortir des cadres et nous donner une évaluation technique et réelle de la situation? Est-ce que c'est possible, à l'heure où nous en sommes, d'aller aux élections en novembre? Ça, c'est la question que j'adresse à l'honorable Tamboura. Et à M. Zerbo, j'aimerais savoir, au cas où il arrive qu'en novembre, il n'y a pas d'élection, qu'est-ce que l'opposition envisage avec le gouvernement et la majorité présidentielle pour épargner les Burkinabés de la mésaventure qu'on a connue en 2015? D'accord. Merci. La connexion, oui. C'est une très bonne question. Oui, merci, Monsieur Bansé. Elles sont très précises. Ça rejoint un peu la première partie de notre débat. Le premier cas de coronavirus est apparu ici au Burkina le 9 mars. Je suppose aussi que le gouvernement et au plus haut niveau doivent avoir des hypothèses de travail et qui consistent, comme tous les États d'ailleurs, de dire qu'au bout de 2-3 mois, je pense qu'il y a des simulations qui permettent de dire qu'on pourra naturellement contenir. Le président, dans son premier discours, a dit on suspend le processus d'enrôlement. Au deuxième discours, il n'a pas adressé les questions électorales, il a adressé les questions d'impact socio-économique. Et sur le plateau ici, nous avons tous convenu qu'il faut y penser, mais c'était prématuré. Et même s'il fallait y penser, nous avons un mode opératoire sur les questions politiques et électorales qui consiste à dire on ne s'assoit pas en conseil des ministres, on décide, on discute avec l'opposition. Et donc nous avons tous les ingrédients pour répondre à cette question sous peu, si la crise devenait majeure. Si l'hypothèse de travail permet que d'ici 2-3 mois, on n'en sort pas,
je pense que le président du Faso convoquera le dialogue politique, discutera avec l'opposition, concertera la société civile, discutera avec tout le monde, afin que s'il y a des mesures à prendre sur les élections, qu'elles soient acceptées de tous. Tout à fait. Voilà. Merci. Oui. Oui, vraiment, je vais remercier M. Bansé depuis New York. Au cas où il n'y a pas d'élection en novembre, quelle sera l'attitude de l'opposition et éviter qu'on plonge dans des situations? Vous savez, on a eu la chance, comme mon collègue l'a dit ici, le chef de file de l'opposition, par essence, c'est une personne qui, en tout cas, de par sa carrure, tout le monde le reconnaît, de par son caractère républicain, n'a jamais eu un esprit de velléité de plonger notre pays dans un chaos. L'histoire le retiendra. Et il faut remarquer que l'opposition politique est assez responsable et mature pour pouvoir faire une lecture qui puisse aller dans le sens de l'aspiration de nos populations. Donc je peux rassurer M. Bansé que nous n'en sommes pas là, mais comme c'est des hypothèses, au cas où on arrivait là... Il veut une garantie. Non, si c'est une garantie... Que vous n'allez pas plonger les Burkinabés. Non, on ne peut pas... L'opposition politique, plonger le peuple à quel but? Et ça profiter, ces crimes profiteraient à qui? Je ne pense pas ni à la majorité, ni à l'opposition. C'est le peuple qui sera pris en otage. Et je pense que l'opposition républicaine que nous sommes, et c'est ce qui fait justement que les gens arrivent à apprécier aussi la qualité des débats que nous menons souvent. Nous ne sommes pas une opposition va-t-en-guerre. Nous sommes une opposition crédible aussi, qui critique, qui propose, et quand ça ne va pas aussi, on monte au créneau. Et je pense que c'est cela, la démocratie aussi. Oui, au passage sur la page Facebook, quelques réactions. Justement, il y a Gouala Salfo qui dit « Je voudrais sincèrement reconnaître la maturité politique des acteurs sur le plateau. Et une première pour moi au Burkina où l'opposition et la majorité sur un même plateau en ayant le verbe désarmer. Mais la question de l'insécurité n'a-t-elle pas été reléguée au second plan? Pourtant, sans sécurité, peut-on envisager des élections crédibles et transparentes? Amadou Bari dit « Je veux voir ma population de Mansilla dans le Sahel voter en 2020. » Émission très intéressante, mais j'aurais aimé que le docteur développe les hypothèses possibles de report. Il m'a laissé sur ma soif. Donc, docteur, vous allez répondre à cette question justement. Sur ça, parce que oui, en fait, pour être beaucoup plus concret, au cas où on n'arrive pas à tenir les élections, ou peut-être 3 mois avant novembre, ou 4 mois, ou 5 mois avant, on fait l'évaluation de façon consensuelle et on est tous d'accord qu'on ne peut pas respecter le calendrier, en tout cas qui est précis par la Constitution. On ne peut pas tenir les élections à bonne date. Au cas où cela est évident, le scénario le plus probable serait d'aller vers une révision de la Constitution, avec en amont un dialogue politique, d'aller vers une révision de la Constitution pour prolonger le mandat du chef de l'État, président du Faso, et le mandat des députés. La question qui va se poser sera de savoir quelle sera la durée de la prorogation. Et en cas de prorogation donc du mandat des élus, président du Faso, députés, est-ce que c'est la majorité qui continue à gouverner, donc à maintenir, je dirais, le contrôle de l'appareil gouvernemental, de l'exécutif, ou bien on va avoir un gouvernement d'union nationale? Je pense que c'est ça, peut-être, qui va être en discussion. Sinon, le scénario le plus probable, on l'a vu pour les élections législatives dans beaucoup de pays, et même au Burkina, on a dû, à un moment donné, proroger le mandat de député pour coupler les législatives aux élections locales. On a vu le cas du Mali qu'on a rappelé en début d'émission, où pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu tenir les élections législatives. On a prolongé le mandat de député à 3 reprises. Donc si au Burkina Faso, on se rend compte qu'on ne peut pas tenir les élections à bonne date, on va solliciter le juge constitutionnel donc pour donner certainement un avis. Le juge constitutionnel va intervenir le processus. Il y aura un dialogue politique en amont et on va certainement aller vers une révision de la Constitution qui va permettre donc de prolonger le mandat des députés, de prolonger le mandat du président du Faso. Maintenant, la question sera de savoir pour combien de temps, combien de mois et quelle sera la formule qui va être... Et pour que ça tienne, est-ce que derrière cette prolongation, ce n'est pas aussi un gouvernement d'ouverture qui permet à l'ensemble de la classe politique? Oui, c'est possible. On peut avoir 2 possibilités. On peut avoir une prorogation, voilà, sans pour autant aller vers un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est l'opposition qui pourra apprécier si elle pense qu'il est pertinent pour elle d'aller au gouvernement ou pas. Ou bien si voilà, on va aller vers un gouvernement d'union nationale. Je rappelle qu'il y a quand même un courant politique au Burkina Faso qui est très actif sur les questions de réconciliation. C'est des idées aussi qui existent dans l'espace politique. Voilà, il y a des gens qui pensent qu'il faut aller vers une réconciliation et qui pensent que
la crise sanitaire actuelle est également une opportunité qui doit tout permettre à au fait. Burkina Faso de basculer dans cette logique de gouvernement d'union nationale. Donc ça, on le voit dans beaucoup de pays face à des crises où on a recours à ce type de formule-là. Mais reste à savoir, est-ce que ça sera le choix de l'opposition d'aller dans ce format-là ou pas. D'accord. Et il y a aussi Salifou Ouedraogo qui dit on a l'impression qu'on ne parle que des élections législatives et présidentielles. Quel sort pourrait être réservé aux élections municipales s'il y a report, parce que les municipales sont programmées pour mars 2021, donc il n'y a que 3 mois entre les deux élections. Oui, il veut que le docteur aussi... Oui, c'est vrai que les questions, quand vous prenez même au plan africain, au niveau même de la CEDEAO ou de l'Union africaine, les élections locales, le calendrier a toujours été négligé. Quand vous regardez même beaucoup de ces organisations... Oui, on a reporté plusieurs parce que plusieurs fois, les élections locales, et ça c'est peut-être malheureux. Oui. Quand vous regardez même des grands organismes comme l'Union africaine, je pense qu'ils ne surveillent même pas. Ils n'envoient même pas d'observateurs. Donc les élections locales, souvent on considère que bon, c'est beaucoup plus facile. Alors tout doit partir de là. Alors que bon, c'est aussi des élections tout à fait importantes. Voilà. Oui. Il y a aussi une autre question qui jusque-là n'est pas, lors du dernier dialogue politique, cette question n'a pas été réglée, on n'a pas tranché. C'est la question du référendum, enfin de l'adoption du projet de constitution de la Ve République. Oui. C'est un travail qui a été fait de façon consensuelle. Moi j'ai un article là-dessus. Le projet a été remis au président du Faso, mais à un moment donné, le débat s'est posé de savoir comment on adopte. Est-ce qu'on adopte par la voie parlementaire? Est-ce qu'on fait un référendum? Tout à fait. Et il y a un certain nombre d'idées aussi qui sont sur la table, par exemple consistant à coupler le référendum à la présidentielle, à reporter éventuellement législative, ou bien à avoir un triple scrutin, référendum constitutionnel, présidentiel, législatif. Donc toutes ces idées-là sont sur la table. Mais certainement qu'avec la crise actuelle, la question de l'adoption de la nouvelle constitution va être reléguée au second plan, parce que ce n'est pas une question prioritaire, aussi bien au niveau des citoyens qu'au niveau des acteurs politiques. Le plus important sera d'éviter un vide au niveau des institutions. Avoir un président du Faso, avoir un gouvernement, un parlement. Voilà, un parlement, c'est ça le plus important. Que les institutions continuent de fonctionner, justement. Le Burkina est le seul pays où les partis politiques s'affichent individuellement dans la lutte contre le coronavirus. Pourquoi, Aruna Kaboré? Et puis Amidou Dambélé qui dit est-ce que les acteurs politiques, majorité comme opposition, sont-ils prêts pour aller battre campagne à Djibo, Toueni et Barsalgo? Bon, moi je pense qu'à ce niveau-là, il faut que... ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, j'ai posé ici l'impérieuse nécessité que tous les acteurs puissent être impliqués. Et l'implication viendra de qui? C'est du chef de l'État. Ici, il s'est posé un problème face à des défis sécuritaires. Il a réuni tout le monde. Mais face à cette pandémie, je dis jusqu'à l'heure où nous sommes, le chef de l'État n'a pas eu ce courage, je pourrais dire, d'appeler tous les acteurs. Vous êtes pressé peut-être. On n'est pas pressé. Mais pendant ce temps, les Burkinabés meurent justement. Non, c'est pas... Non, les Burkinabés sont en train de mourir. Oui, maintenant, moi je pense qu'une intelligence, c'est bien. Plusieurs intelligences réunies, ça donne. Et je pense que le téléspectateur relève un aspect qui n'est pas à négliger. C'est chez nous seulement, effectivement, que chacun parle de son côté. On a pris l'exemple du Sénégal ici. Ou du Ghana aussi, je pense. Oui, du Ghana. Aussi, vous voyez, c'est-à-dire, eux, ils ont fait bloc. C'est-à-dire, quand il s'agit d'une question de survie nationale, nous laissons nos chapelles politiques et nous regardons en face l'intérêt supérieur de la nation. Mais si pendant ce temps, on continue de faire la politique au plus haut niveau de l'appareil d'État, il va de soi qu'on soit effectivement à des dons disparates. Vous voyez que l'opposition va faire un don au gouvernement. Et bon, nous donnons plus que la majorité. Vous voyez, l'opposition va donner 6 millions. Pendant ce temps, la majorité qui a l'appareil, qui a tout, va donner 5 millions. En fait, vous êtes en train de cautionner l'idée que quand on est à la majorité, on a de l'argent. Non, d'abord, c'est le MPP qui a donné 5 millions. C'est pas la majorité. Nous avons une association. Dans tous les cas, c'est le MPP qui est au pouvoir. Voilà, donc nous avons des alliés. Sans ses alliés, oui, c'est ça. on connaît mais c'est important de donner la nuance parce que l'opposition, c'est avec l'ensemble des partis de l'opposition qui ont fait ce don de 6 millions. Mais c'est un acte patriotique. Pour terminer, on est en fin d'émission. Il y a Emmanuel Ouedraogo qui dit « J'aimerais demander au député Tamboura ce qui explique le refus du président de Faso d'associer l'opposition politique à la gestion de cette crise, comme on le voit dans certains pays, justement. » Alors, il me pose une question difficile à laquelle je ne peux pas répondre, mais que je peux comprendre. Un chef d'État a un gouvernement, il a des équipes techniques, c'est eux qui exposent les stratégies et les hypothèses de travail.
Le principe, c'est aussi de faire confiance à ces Il y a une task force au niveau de la je ne sais pas. Moi, je considère le Comité national de lutte contre le Covid, et je considère le département de la santé, puisque administrativement et réglementairement, c'est ce département qui a la compétence d'organiser la lutte. À partir de ce moment, je considère que si ces espaces techniques ou ces conseillers qui sont autour de lui recommandent au président d'associer l'opposition, de concerter l'opposition. Peut-être aussi qu'on peut comprendre qu'il ne faut pas... on n'a pas atteint peut-être le niveau de criticité qui fait qu'il faut appeler. Voilà, bon, je pense qu'il faut attendre peut-être les prochains jours. On attend combien de mois? On est en fin d'émission. Non, vous attendez. On attend combien de mois? Oui, constater que l'opposition ne n'arrêtera pas les mois, vous le savez très bien. Il y a aussi Souleymane Dabré qui dit, est-ce que la CENI a capitalisé? À quel pourcentage d'exécution la CENI est quant à l'enrôlement? Bon, c'est vrai que c'est des questions adressées à la CENI. Oui, ça, on ne peut pas répondre. Mais même par rapport aux questions qui ont été posées par les téléspectateurs, par exemple, consistant à savoir est-ce qu'on peut tenir des élections dans telle localité, telle localité. En fait, il y a un vide du point de vue juridique sur la question. C'est-à-dire que l'appréciation va être politique. Tout à fait. Que ce soit par rapport à la crise sanitaire ou bien à la crise sécuritaire. Il n'y a pas une loi, par exemple, qui donne des indications claires, qui dit que, par exemple, si on ne peut pas tenir pour valider les élections, il faut que le processus puisse se tenir dans au moins 3/4 du territoire. Il n'y a même pas un seuil de participation électorale pour valider une élection. Ce qui fait que même peut-être avec les grandes villes, peut-être les 13 chefs-lieux de région, on peut envisager de tenir une élection et de la valider sur le plan juridique. Peut-être que c'est l'occasion aussi de réfléchir sur ces aspects-là à l'avenir. C'est-à-dire la problématique va se poser pour les circonscriptions des députés, mais en vérité, l'élection du président, on considère que l'ensemble du territoire national est la circonscription. C'est nettement plus facile. Je pense qu'il y a des pratiques et des solutions aussi dans d'autres pays où il y avait la crise, où des élections se sont tenues. Et si les élections ne peuvent pas matériellement se tenir, je pense qu'encore que les acteurs politiques et la CENI conviendront de la conduite à tenir. Voilà. Impact du coronavirus sur le processus électoral. Sur ce plateau, l'optimisme en tout cas est intact par rapport au respect du calendrier électoral, mais au cas où la crise persistait, possibilité de report, mais dans un consensus, un dialogue consensuel qui permet justement de permettre à l'État de continuer à fonctionner. C'est ce qu'on peut retenir. Merci au député Ouseni Tamboura de la majorité d'être passé sur ce plateau. Merci également au député Moussa Zerbo de l'opposition. Et avec nous également le docteur Abdul Karim Seydou, enseignant-chercheur en sciences politiques et représentant ici donc de la société civile. Merci encore. On dira merci donc au Centre pour la gouvernance démocratique pour ce dialogue démocratique. On espère en avoir d'autres, en tout cas à la télé. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au Cœur du Défi. Bonsoir.